Donc, voilà aujourd'hui le thème du jour c'est enfin, du moins le thème de la présentation, c'est sécurisation des applications modernes. Avez-vous le Swagger? Hem, le déroulé de la présentation, donc, l'idée c'est que je me présente, heu, c'est que je me présente et puis qu'ensuite je présente le sujet, un déroulement, le comment ça marche et puis on termine par un atterrissage, conclusion. Donc tout ça sur 20 minutes avec 10 minutes de questions-réponses. Alors qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Donc je suis, architecte cybersécurité, j'interviens en phase de conseil, en phase de conseil sur la partie ah, j'ai un écho, j'ai un écho sur une autre, conf. Alors je vais essayer de couper tous les micros, je sais pas, comment on fait? Couper le micro à tout le monde? Bon, ça a l'air d'avoir résolu. Donc, je reprends, hop. Oui, donc en fait, bah, j'interviens en phase, de conseil notamment, donc roadmap, vision long terme, preuve de concept, autour de la sécurité et puis il fait de l'intégration, donc des sécurités de pare-feu applicatives, pare-feu applicatifs et puis, la sécurité de manière transversale, on va dire. Donc, l'idée, le ton, donné, à cette présentation, c'est d'être agnostique aux éditeurs, c'est mon parti pris aujourd'hui, dans la mesure où, voilà, bah, je suis amené à travailler au quotidien avec différents éditeurs. Donc, je cite, quelques solutions open source, rapidement, mais sans plus de détails. Donc, la présentation, elle va être en entonnoir. Donc, on va partir du très conceptuel et puis on va rentrer, voilà, dans le détail. Donc, de manière générale, la sécurité dans les projets, il y a des phases, des étapes. C'est pas une science exacte, il y a des bonnes pratiques. Hem, dans l'idée, ce dont on va parler, c'est la sécurisation des sites, donc, les sites web vitrines et cetera qui peuvent exposer des des, des risques aux attaques, donc parfois avec des enjeux majeurs vitaux. Donc, les sites de jeux en ligne, ou autres, c'est des pertes financières, les applications bancaires, ça va être des fraudes, des notions de fraude et cetera. Donc les étapes, de manière globale, vont être, la pré-analyse, donc on va soumettre le sujet de mise à jour applicative, nouvelle application à une équipe, sécurité. Puis, la partie, suivante, on va se focaliser en général sur les risques, donc les risques que ça expose, donc, perte d'image, perte financière, manipulation de données sensibles, notamment. Sur la phase d'exigence de sécurité, on va regarder en fait qu'est-ce qu'on peut, exiger, l'authentification forte, passerelle sécurisée, des outils de code batching, voilà différentes, exigences. En termes de solutions de sécurité pour chaque exigence, bah, l'idée c'est d'avoir une solution, par, voilà, open source ou propriétaire, ou un mélange de plusieurs solutions. Et puis la gestion des risques, on va être sur des points contractuels non conformes et dans l'idée, une fois qu'on a passé toutes ces étapes, on met en production. On met donc on voilà. Donc ce cycle-là, il est valable dans l'itératif. Heu donc globalement, il y a différents items dans la sécurisation d'une application, si on rentre maintenant dans le détail pour une application. Donc en fait, la phase de développement sécurisé, donc il y a des recueils en fait qui sont disponibles, donc la notion de WASP notamment, donc l'Open Web Application Security Project, qui est une initiative, ouverte et puis, les secure coding de manière générale, donc globalement, l'ANSSI, consigne aussi, ces recueils de bonnes pratiques de développement.
La revue du code, alors il y a différents types de revues de code, il y a différents outils, donc on peut être sur la revue statique. Je vais regarder quand même les messages, si jamais il y a des retours. Donc voilà, il y a de la revue de code statique, de la revue de code dynamique, la revue de code, d'une application en interaction avec les autres. Donc un exemple connu, SonarCube en open source, qui va veiller à regarder si le code est dupliqué, s'il respecte des normes, s'il y a des bugs potentiels et cetera. Ensuite, sur la partie scanner de sécurité, on va être sur des outils de veille de vulnérabilité, donc de détection, de vulnérabilité, on reviendra en détail et puis, donc de vulnérabilité sur l'application et puis sur la partie intrusion, l'idée c'est de montrer, des chemins souvent plus courts, les chemins les plus courts, pour récupérer des informations sensibles ou pour juste, faire des mouvements latéraux, des déplacements vers d'autres ressources. Heu et donc, en complément, on va positionner aussi ce qu'on appelle la sécu ce que je généralise en termes de sécurité tierce, c'est ce qui va venir renforcer, compléter, voire redonder un peu la sécurité en amont. En amont ou au sein de l'OS ou au sein des conteneurs, voilà, il y a différentes approches complémentaires et donc c'est sur ce type d'approche qu'on va se focaliser, sur la partie sécurisation tierce. Alors le déroulement. Donc je déroule la problématique. En fait, globalement, quand on parle de sécurisation cloud, on a tendance à à généraliser parfois, sur la partie, en fait, solution DDoS, attaque, donc dite, déni de service distribué. Donc on va être sur des solutions de protection contre des attaques volumétriques, contre des attaques de plusieurs bots en même temps. Donc sur des choses, en fait, qui sont tournées vers l'extérieur, tournées vers l'utilisateur, tournées vers le terminal depuis lequel, part l'attaque. Donc en fait, c'est utile, bien entendu. Heu, pour autant, ce n'est pas suffisant. Maintenant, souvent en fait, c'est plus facile à mettre en œuvre rapidement, quand on est tourné vers l'utilisateur. J'entends par là quand on n'a pas un regard sur l'application. Donc il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, notamment des solutions en SaaS, en cloud, sur la partie, on va dire, DDoS. Donc on vulgarise souvent à, notion de WAF, heu et en fait, on va aussi avoir des mécanismes qui sont orientés, vers, l'utilisateur, donc savoir si c'est un robot ou pas, on verra en détail. Mais donc dans l'idée, heu, on a une sécurité frontale, heu, voire, déplacée au plus près de l'application qui va avoir un regard vers l'utilisateur, vers le terminal. Pour autant, lorsqu'on regarde côté application, donc pour rappel, hein, la meilleure des choses, c'est d'intégrer la sécurité dans le développement, bien entendu et je prône cela, bien entendu, il faut que ça soit natif, que ça soit dans le code, que la sécurité y soit prévue. Pour autant, c'est important j'expliquer pourquoi, de le faire d'avoir un web application firewall complémentaire. Heu, Puis vient des problématiques d'équilibrage de charge, d'autoscaling et cetera, qui viennent en fait, pouvoir, distribuer cette solution-là sur l'ensemble des apps, autoscalées derrière. Donc, la question c'est: est-ce que la réponse ou la requête attendue correspond bien au schéma de l'application finalement? Puisqu'on va avoir des sécurités qui sont tournées vers l'utilisateur. Quand on se tourne vers l'application, est-ce que la requête ou la réponse attendue correspond bien au schéma de l'application ou constituer un usage frauduleux? Si je prends un exemple comme ça, anodin, CloudWest, donc en regardant un petit peu, ce qui se passe, de l'extérieur en superficie, donc c'est-à-dire avec un agent, qui exécute des requêtes et qui est en apprentissage, donc sans intrusion. On a ce qu'on appelle la reconnaissance passive. Donc on peut voir, par exemple, qu'il n'y a pas de vulnérabilité. Donc globalement, le site, il est fait en low code, donc une plateforme peut-être, qui héberge cela et donc en termes de vulnérabilité, on n'en trouve pas. Alors, ça peut s'expliquer par 2 choses. Soit c'est assez bien f je pense que c'est plus dans cette option-là où
on divulgue le moins d'informations possible sur les versions des composants applicatifs. Et puis, donc ce qui explique qu'on ne voit pas de vulnérabilité, que j'en vois pas du moins. Et, et puis aussi que ça a été patché également récemment. Puisque voilà, j'ai fait une vue il y a 2 semaines et puis j'en avais vu 2 il me semble, et puis depuis je les vois plus. Donc voilà. Globalement, une analyse de l'extérieur va permettre d'identifier en fait, d'avoir un regard superficiel quand on n'est pas dans un test d'intrusion, quand on est juste dans, voilà, dans une analyse de la vulnérabilité. Donc là, c'est vraiment, j'interroge la page, elle me répond, je regarde un peu les versions de composants et puis je vois s'il y en a qui sont vulnérables. Donc pour rappel, une vulnérabilité, c'est quelque chose qui est connu de l'éditeur, qui est publié, qui est trouvé par des chercheurs, d'une entreprise privée, entreprise publique, et qui, pour le coup, alors, une, une vulnérabilité qui correspond à une CVE, c'est-à-dire une Common Vulnerability Exposure, elle va être connue. Il y a des vulnérabilités qui ne sont pas encore connues. Dans ce cas-là, mes outils ne les détecteraient pas. Mais dans l'idée, c'est voilà, c'est qu'il y a une vulnérabilité connue, elle est peut-être exploitable ou non. Peut-être que l'interface d'administration de l'application, elle n'est pas accessible et que la vulnérabilité porte sur l'interface d'administration. Donc là, ça devient caduque. Voilà. Et globalement, CloudWest a un bon score, 4 sur 5, donc c'est perfectible. Quelques issues, je rentrerai pas dans le détail, c'est pas bien grave, c'est pas voilà. Mais globalement, pour toujours la prise de conscience qu'on n'est jamais à l'abri de voilà de de, heu, de de menaces. Donc l'idée c'est d'être au mieux. Bien entendu, de là à dire qu'on sera à 100% et qu'on anticipera le futur, c'est faux. Maintenant, c'est comme on dit, hein, il vaut mieux être bien sécurisé, au mieux, par rapport aux contraintes aussi, et voilà, aux enjeux. Donc, quand je regarde un peu les URL directs et indirects, bah, finalement, bon, les directs, voilà, j'ai des schémas de sitemap, je vois qu'il y a des images. Il y a très peu d'interaction avec le site. Il y a un formulaire pour la newsgroup, et puis les URL indirects, qui renvoient vers LinkedIn et puis d'autres sites. Donc voilà, pour, parler d'un site anonyme, je ne citerai pas de nom, voilà ce qu'on peut voir. Ça, c'est l'exemple courant, on en voit partout. C'est le quotidien et c'est pas une fatalité, mais voilà, c'est des vulnérabilités élevées, un taux de vulnérabilité élevé ou pas, ça dépend de notre point de vue. Et puis détecté avec des versions de composants. Donc ici des composants jQuery, souvent en cause, hein, mais d'autres, voilà. Donc dans l'idée, si l'application est vulnérable, on peut rentrer par les vulnérabilités s'ils sont exploitables et puis aller plus loin. Hem, donc le développement sécurisé, c'est essentiel, et pour autant, il faut des compléments. Il faut des compléments, pourquoi? Parce qu'en fait, donc j'ai suivi un peu les confs ce matin et j'ai vu qu'il y avait des problématiques de forte cadence de fourniture d'applications et effectivement, quand une application est mise à jour, ce qui est valable à un instant T n'est plus valable à un instant T plus 1 en termes de sécurité, encore moins quand c'est des nouvelles vulnérabilités. Et donc tout cela, bah, ça oblige un peu à se prémunir encore plus, à sécuriser, à mettre plusieurs points de sécurité, en plus de la sécurité native. Donc pour la sécurité, frontale aux applications finalement, heu ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, il y a différents mécanismes. Pour autant, pour le moment, je me suis tourné plutôt vers l'utilisateur toujours. Donc, quand on parle de vulnérabilité, on va parler aussi plus généralement de signature d'attaque. On se tourne vers ce qu'on connaît de l'utilisateur, ce qui nous demande et ce qui est connu, sans forcément une connaissance approfondie de l'application. Donc on va être plutôt dans une démarche sécurité négative. C'est-à-dire qu'en fait, on on va détecter les vulnérabilités, connues, on va les interdire et interdire les exploits et puis on va faire une politique plutôt, voilà, qui refuse les bots, les user agents qui correspondent à des outils de scan et cetera. Donc les user agents, donc la signature de l'agent qui interroge la page web et puis, pour autant la sécurité positive, elle est plus complexe et dans l'idéal, il faut mélanger les 2. Il faut avoir une sécurité négative et positive. Alors pourquoi elle est plus complexe? Parce qu'en fait, dans l'idée, Heu, on on autorise une liste, de requêtes et de réponses et par défaut, on refuse tout.
à la fin. Et donc ça, c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Ça demande une connaissance fine de l'application. Donc voilà, pour un antibot, c'est la sécurité négative. On va pouvoir le détecter sans se tourner vers l'application, en se tournant vers l'utilisateur. Donc, si par exemple il y a un comportement anormal de surf rapide, on peut se dire que c'est un crawling, donc un parcours du site web, hein, essayer d'aspirer le site web, essayer de prendre des informations, essayer de faire du déni de service avec du crawling en boucle et il y a énormément d'éléments à prendre en compte. Mais pour autant, voilà, ce qu'on voit en général, c'est le CAPTCHA, donc on va vérifier si c'est un bot. Et ça, c'est un mécanisme que je range plutôt en sécurité négative, dans le sens où il n'y a pas besoin de connaître l'application, forcément trop. Et puis voilà, ça va fonctionner assez simplement. Et puis c'est un comportement qu'on interdit. Si jamais voilà, l'utilisateur ne remplit pas le CAPTCHA, on estime que c'est un bot, et donc dans ce cas, on refuse l'accès à l'application. Maintenant, la sécurité tournée vers l'application, plus complexe. Donc dans l'idée, il faut qu'on puisse déterminer qu'une réponse ou une requête attendue est bien légitime, auquel cas ça peut être un usage non légitime. Donc la difficulté de ça, en fait, c'est que il faudrait pouvoir lire le schéma d'application. Hem, donc en général, c'est très complexe, surtout sur les applications traditionnelles, parce qu'il y a des multitudes de composants, il y a des mises à jour constantes, qui fait qu'on a du mal à cartographier une application, à un instant T. Et donc là, ici, je mets un exemple de passe transversale, pardon. Si par exemple, en fait, dans l'application, on a oublié, ou on a une régression, ou voilà, on détermine pas suffisamment les caractères à rentrer dans les URI, dans les variables de formulaire, et cetera, on peut avoir des attaques de type passe heu, transversale. Et ici, par exemple, ça va être notamment la récupération des utilisateurs, des comptes utilisateurs. Donc c'est du basique, mais c'est juste pour vous illustrer qu'en fait, hem, on peut l'avoir prévu dans l'application et à un moment donné avoir une régression à cause d'une mise à jour. À ce moment-là, c'est toujours bien d'avoir en amont une protection. Pour autant, la problématique, c'est comment en fait on lit l'application, et comment est-ce qu'on arrive à déterminer un comportement légitime ou non. Donc historiquement, il y avait des Web Service Description Language qui étaient un peu lourds. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas forcément lisibles d'un utilisateur d'un humain facilement. Et c'est la problématique, en fait, c'est comment lire une application. Donc sur un pare-feu applicatif, les méthodes en général, ça va être de l'apprentissage automatique ou manuel, avec des suggestions, mais encore faut-il acquitter. Donc en résumé, pour une taille de password, on va nous suggérer de pas mettre plus de 100, mais après, est-ce que l'application elle a prévu des passwords de plus de 100 caractères, et cetera? C'est à voir. Et donc c'est très complexe, et c'est un des enjeux majeurs, en fait, si on veut bien lire l'application, il faut d'abord pouvoir bien la lire pour la sécuriser. C'est là qu'intervient, en fait, les applications modernes. Donc les applications modernes, type API, globalement, nouveaux usages, nouveaux besoins. Alors s'il faut simplifier, vulgariser, c'est venu un peu du monde bancaire, on va dire. Donc l'avantage de l'API, c'est qu'on va définir des calls autorisés ou non, et puis qu'on va pouvoir derrière peut-être mettre une facturation. Donc pour une API bancaire, c'est assez déterministe de dire, en fonction du nombre de calls API, je vais refacturer le service tant, et cetera. Donc ça a beaucoup, beaucoup d'avantages. Donc l'API, c'est une interface de programmation d'application. Voilà, on va parler de REST API, hein, et puis globalement, elle correspond à une bibliothèque, et puis elle peut s'interfacer avec un utilisateur ou d'autres logiciels. Le plus de l'API, donc il y a un framework qui n'est pas obligatoire, mais qui s'appelle le Swagger, et qui va permettre, en fait, de décrire une application dans ce qu'on a le droit de faire ou ne pas faire. Donc on peut avoir cette déclaration sans Swagger, mais le Swagger, en fait, il a de double intérêt aussi, c'est de générer du code. Enfin voilà, il a d'autres intérêts. Et donc ça va être bénéfique dans la sécurité, j'expliquerai pourquoi. Et puis pour le coup, l'arrivée des API se généralise, puisqu'en fait le modèle fonctionne bien. Et finalement, ce qu'on voyait avant, banque to application bancaire, on le voit client vers banque.
Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on va plutôt placer des interfaces frontales API publiques pour divers populations, divers terminaux. Ça peut être pas forcément des humains derrière. Et donc, le Swagger, voilà, va permettre en fait de générer du code, mais aussi de consigner, la déclaration de l'application. Donc ce fichier-là, il est intéressant en termes de sécurité parce que on va pouvoir l'importer donc, sur des WAF, voilà, Amazon et cetera, il y a ou des passerelles API, j'y reviendrai, pour terminer. On va pouvoir, le travailler, l'importer et finalement ce qu'on va obtenir de cet import, c'est une vue déterministe de l'application, jusqu'aux paramètres près, jusqu'aux entités paramètres près, les tailles de variables et cetera et pour une lecture en termes de sécurité, c'est très bénéfique. Donc en complément du Swagger, ça ne suffit pas, bien entendu, parce que les API aujourd'hui sont une cible privilégiée. Il y a beaucoup de plus en plus, enfin les attaques sont en croissance sur les environnements API, puisque c'est des nouvelles pratiques, voilà, il y a pas encore on n'est pas encore sur une maturité, on va dire, sur les mécanismes de sécurité. Donc en général, on va renforcer les API en termes de sécurité avec des tokens, des JWT tokens, JSON Web Token, pour renforcer l'authentification. On va insérer des jetons. On va renforcer avec de l'antibot anti-DDoS, etc. Ce qu'on a vu, et des protections contre les vulnérabilités des composants. Euh, j'ai suivi une conf aussi ce matin où on parlait d'API Gateway. Elles ont beaucoup d'intérêt, notamment se focaliser sur le routage des calls API. Plutôt que d'avoir un dialogue anarchique entre les composants API, on va plutôt avoir une passerelle frontale. Rien ne nous empêche d'avoir des interfaces frontales traditionnelles d'application. Mais dans l'idée, en fait, c'est qu'on va il y a une approche, il y en a d'autres, plutôt des approches mesh, qui existent aussi. Il y a des approches plutôt passerelles, et c'est intéressant de se positionner au niveau de la passerelle pour renforcer la sécurité si, dans l'idée, l'ensemble des calls API passe par cette passerelle-là. Donc pour sécuriser l'API, et j'ai bientôt terminé, on a l'OS Top 10 spécialisé, donc sur l'API. Donc jusqu'à présent, on avait l'OS Top 10, voilà, global web, et il va varier par rapport à l'OS Top 10 classique, avec des familles d'attaques, des types d'attaques variants. Et en fait, dans l'idée, ce que je conseillerais à des équipes, voilà, en production, et cetera, c'est vulgariser en fait ces fiches-là. C'est vulgariser en fait, essayer de mettre des exemples sur chacune des composantes. Et c'est comme un peu un recueil de, voilà, des fiches de révision, et d'avoir en fait un peu de matière sur chaque, une vulgarisation de chaque classe, voilà, de chaque classe d'attaque. Euh, voilà, en conclusion, le Swagger en fait a importé en termes de sécurité sur un équipement de sécurité, voire une passerelle API, ça se fait aussi. Il est très bénéfique pour la sécurité. Pour autant, l'API reste encore une cible privilégiée, en forte croissance. Une des explications, pas que, ça peut être les pratiques de sécurité autour de cela, aussi parce que les passerelles API aujourd'hui n'ont pas toutes les sécurités donc positives. La plupart sont encore en sécurité négative. C'est vraiment en cours de construction. On est sur les années où ça se construit. Et donc on est encore, malheureusement, pour certaines solutions en sécurité plutôt négative que positive. Et c'est ce qui explique un peu donc il n'y a pas forcément aussi voilà, d'apprentissage automatique, de machine learning, de fonctionnalités à évoluer sur certaines types de passerelles, qui fait que malheureusement, voilà, les attaques sont encore en forte croissance. Voilà, j'ai terminé. Bah, je vous laisse, si vous avez des questions. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'accélérer sur la fin, un peu en préparant le temps. Est-ce que vous êtes familiarisé avec ce type de sujet dans vos environnements? Est-ce que vous avez eu, voilà, hem, à travailler ces parties-là? D'accord, OK.
Mais oui, j'ai essayé d'être agnostique. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de faire l'entonnoir, donc en 20 minutes, et puis, vous parlez, voilà, descendre dans un concept, très précis et voilà. Bah, écoutez, s'il y a pas de questions, bah, je vous remercie de m'avoir écouté et puis, bah, je vous souhaite un bon après-midi et puis je reste disponible si vous avez des questions, dans l'après-midi, je vais un peu faire un petit tour et chercher les œufs. Donc, merci à vous. Merci. Merci Lorenz. À bientôt.